Nous sommes le 25 septembre. Bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal du vendredi. Voici les principaux titres de l'actualité locale. 26 septembre 1986, Coluche lance sur l'antenne d'Europe 1 un appel. Quelques mois plus tard naissent les Restos du Cœur. 30 ans plus tard, 950 000 personnes sont accueillies. 128 millions de repas distribués en France. Invité pour en parler, Michel Motin, responsable communication des Restos dans les Yvelines. Les Smart Days, nom de code de l'opération annuelle lancée par la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas. Thématique développée depuis ce vendredi matin, l'économie circulaire ou comment produire sans gaspiller. Puis nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité de la semaine, comme chaque vendredi, des annonces autour de la COP 21 par la région Île-de-France, au sommet, donc sur ce sommet mondial de l'environnement, à la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité tout à l'heure dans ce journal. Bonjour Michel Motin. Et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Responsable communication des Restos du Cœur dans les Yvelines. C'est avec vous que nous allons revenir sur l'appel des 30 ans. Il y a 30 ans, Coluche lançait cet appel. Écoutez cet extrait des archives d'Europe 1. J'ai une petite idée comme ça. Si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. C'est ainsi que naissaient les Restos du Cœur 1985, à peu près 900 personnes qui sont accueillies, 8 millions de repas servis en tout cas. En 1985. En 1985, oui, parce que les chiffres aujourd'hui sont beaucoup plus inquiétants. 950 000 personnes accueillies, 128 millions de repas servis. Alors justement, comment vous percevez ces chiffres? Est-ce que c'est une satisfaction de voir que l'idée des restos a été un vrai succès, ou est-ce qu'il y a aussi malgré tout une déception de voir l'échec des politiques des différents gouvernements face à la pauvreté? C'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a 30 ans de précarité. Donc pour nous, c'est plus un échec qu'une satisfaction. Il est exact qu'en 1985, comme vous l'avez justement dit, nous avions 70 000 personnes accueillies. Là, on a plus d'1 million. Donc en fin de compte, c'est extrêmement difficile. Donc ça veut dire quoi? Que les gouvernements n'ont pas trouvé de solution, ou se sont peut-être aussi trop appuyés sur l'idée des restos en se disant ça existe, profitons-en Oui, c'est possible, mais bon, la précarité a toujours existé aussi. En fin de compte, on ne peut pas mettre l'accent sur le gouvernement en soi, sur les gouvernements successifs. On n'imagine pas les restos disparaître aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une institution, malheureusement. Oui, c'est vrai. On souhaiterait disparaître. C'est certain. Je suis sûr que Coluche, à l'époque, ne pensait pas que 30 ans après, nous aurions de tels chiffres. Mais bon, faut faire face. Nos accueillis ont beaucoup changé. On va peut-être en reparler, mais sur le profil de nos accueillis. On va y venir rapidement. Oui, ce sont plus les mêmes. Donc, en fin de compte, on fait face et puis on essaye d'assumer. 26 septembre, lors de l'appel, 26 septembre 85, vous étiez où? En 85, oui. Je travaillais, mais pas au restaurant. J'avais ma propre société. Et vous l'avez entendu, cet appel? Oui, absolument. C'est de mon époque. Oui. C'est de mon époque. Et comment vous j'ai avez été réagi? tout de suite... Vous avez dit ça, c'est une bonne idée? Oui, absolument. Ouais. Et c'était un personnage que j'aimais tellement qu'en fin de compte, un certain nombre d'années après, que lorsque ma carrière s'est arrêtée et que j'ai souhaité faire autre chose, j'ai été tout naturellement vers les Restos du Cœur. Vous l'avez dit, en 30 ans, les restos ont beaucoup changé sur le profil des personnes qui sont accueillies. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de jeunes, beaucoup de seniors aussi, des femmes seules. Oui, absolument. Oui, on trouve, oui, parce qu'en fin de compte, on trouve des jeunes, parce que les jeunes de 18 à 25 ans, mais ils n'ont aucune aide, donc ils viennent nous voir. Voilà, on les accueille. C'est pas facile du tout pour eux. Nous avons de plus en plus, que nous n'avions pas il y a 30 ans, des familles monoparentales. Ça a suivi l'évolution de la société. Absolument, c'est la situation actuelle. Et puis, on peut certainement également en revenir. Nous avons beaucoup de migrants, bien sûr. Donc, nous avons des personnes retraitées qui ont une retraite, mais la retraite est tellement faible
qui n'ont plus les moyens de se nourrir, donc qui viennent nous voir, ils viennent nous accueillir, et nos activités ont effectivement énormément évolué depuis 30 ans. Lors de la création, il y avait une centaine de centres d'aide alimentaire. On est passé aujourd'hui à 2111 centres et certains proposent une aide à l'insertion aussi, parce que la façon d'accueillir a changé. On ne fait pas uniquement de l'aide alimentaire au resto aujourd'hui. Absolument. Voilà, vous avez tout à fait raison. Il y a 30 ans encore, je ne veux pas trop revenir sur le passé, mais l'activité des restos, c'était la distribution alimentaire. 30 ans après, c'est la distribution alimentaire, mais c'est l'aide à la personne. S'il y avait un pourcentage à donner, je dirais que l'aide alimentaire, c'est 60% de notre activité, le reste, c'est l'aide à la personne. Qu'est-ce que vous faites dans les Yvelines, justement? Quels sont les centres? Est-ce qu'il y a des centres spécifiques pour recherche d'emploi, conseil budgétaire, accès aux droits? Déjà, dans les Yvelines, nous avons 22 centres de distribution. Et qui sont des centres effectivement d'activité. Donc il y a toutes les activités proprement dit qu'on retrouve au national dans les activités dans les Yvelines. Et nous avons une nouvelle activité d'ailleurs que nous avons démarrée il y a 2 mois. Nous venons de signer une convention avec le barreau de Versailles pour l'aide à la justice et au droit. Et c'est une activité qui démarre, donc il faut encore des bénévoles. Justement, ces bénévoles, ils sont près de 70 000 en France. Ils sont nombreux dans les Yvelines aussi? Nous sommes presque 1000. Et c'est en constante augmentation ou est-ce que ça a été difficile aussi à un moment? C'est très stable. C'est très stable. Il y a un turnover assez important. Il y a grosso modo 250 bénévoles qui partent chaque année. Il y en a 250 qui reviennent. Donc on est, depuis quelques années, toujours autour de 1000 bénévoles. Alors que la demande augmente, donc les bénévoles sont les bienvenus si vous nous écoutez aujourd'hui. Oui. On fait vraiment appel aux bénévoles. Michel Motin, vous restez sur le plateau, vous êtes l'invité de ce vendredi du journal. On va évoquer le reste de l'actualité du jour. Est-ce que vous connaissez l'économie circulaire? Non, eh ben vous allez découvrir. C'est un principe économique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. L'objectif, c'est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation, le gaspillage des matières premières, de l'eau, des sources d'énergie par exemple, transformer les déchets en matières premières réutilisées pour la conception d'autres produits. Aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines organisait son événement annuel des Smart Days. Sur ce thème, vous envoyez les images, c'était dans les locaux d'HEC à Jouy-en-Josas. Dans les Yvelines, il y aurait 3700 établissements gravitant autour de cette économie au cœur de la transition écologique et énergétique. Mieux appréhender le concept, connaître les innovations et les réussites, comprendre le marché, ses opportunités, ses enjeux, c'était tout l'objectif de ce rendez-vous. L'objectif des journées que l'on organise, qui s'appellent les Smart Days, sont tout simplement pour informer les entreprises du territoire et les collectivités du territoire sur des évolutions technologiques. Nous en avons fait l'année dernière, nous avons fait les Smart Days sur les objets connectés. Cette année, nous avons pensé justement que l'économie circulaire, qui est une spécialisation de la Chambre de commerce de Versailles-Yvelines, est un élément intéressant justement à présenter et d'avoir des échanges autour justement de cette économie circulaire et l'évolution attendue. Viennent de nous rejoindre en plateau à présent Jean-François Le Sceau, bonjour. Vous êtes enseignant à Montigny-le-Bretonneux et femme Noclan. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes auteur de 7 ouvrages de pairs inconnus et vous allez travailler ensemble puisque vous avez souhaité que l'auteur vienne au début de l'année 2016 rencontrer vos élèves dans votre établissement au lycée Descartes pour parler des camps de rééducation au Vietnam au milieu des années 70. Vous pouvez nous présenter, nous expliquer un petit peu ce projet qui va vous unir pour la suite de l'année? Oui, alors en fait, j'ai eu la chance de découvrir son livre parce que ma femme est vietnamienne et j'ai été tellement passionné, moi qui ne lis pas toujours des ouvrages autres que des sciences, et je me suis dit, eh bien, il faut que je fasse découvrir cette œuvre à mes collègues et également à mes élèves. Comment vous avez réagi à cette demande, justement, d'intervenir dans un établissement? Vous êtes souvent sollicité? Pas trop, puisque mon livre vient de sortir seulement. Mais bon, c'est une grande joie pour moi de pouvoir parler surtout aux jeunes. Moi, j'étais quand même, à l'époque, j'étais enseignant. Et donc, ça me tente beaucoup de pouvoir dialoguer avec des jeunes et surtout parler du contenu de mon livre. Et surtout d'une période que je pense que les jeunes
ont tendance à oublier. On va parler du contenu de cet ouvrage. Je vais quand même préciser que vous êtes aujourd'hui à Saint-Quentin en Yvelines parce que vous allez rencontrer le proviseur et les autres enseignants de l'établissement pour mettre au point un petit peu le projet. Dans les grandes lignes, ça va se passer comment concrètement? Ils vont étudier l'ouvrage, ils vont interagir avec l'auteur? Il y a plusieurs aspects. J'ai une collègue de français, Sylvie Roger, qui va faire travailler les élèves de seconde de la même classe que moi sur un aspect. On va faire en fait Pierre et Jean de Maupassant et le livre. Donc les comparaisons entre l'aspect vécu de Femme Noclan et puis ce roman de Pierre et Jean. Donc là, un aspect littéraire. Et puis Anne Smirnov en histoire qui va travailler sur l'aspect cette fois-ci civique. Et donc va revenir sur les boat people, sur les camps de réfugiés, sur les camps de concentration au Vietnam, et donc sur le vécu de Pham Ngoc Lan. Et donc c'est vraiment une chance inouïe d'avoir quelqu'un tel que lui, et qui est accepté de venir, parce que pour moi c'était vraiment inespéré. On va parler du contenu de cet ouvrage à présent, tout en précisant bien évidemment que nous vous suivrons dans cette aventure avec vos élèves et qu'on aura l'occasion de détailler encore un petit peu plus votre parcours, votre témoignage. Vous êtes né à Saigon en 1944, de mère vietnamienne et de père français. Justement, c'est un petit peu le récit de cette recherche du père dans cet ouvrage. Un père que vous n'avez pas connu. Oui. Pourquoi? Parce que ça se passait très souvent à l'époque. Mon père était un officier de l'armée française, mais bon, c'était l'armée du temps de la colonisation. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la coupure entre les colonies et le métropole. Et donc, pas mal d'officiers ou de soldats français à l'époque se mettaient en couple avec une Vietnamienne. C'était le cas bien que ma mère avait exigé une cérémonie traditionnelle pour le mariage, mais il n'y a pas eu de formalité à la française. Et donc, après, mon père a été tué quand j'avais 1 an par les Japonais pendant ce qu'on appelle le coup de force du 9 mars 1945. Parce qu'il a été identifié, ce père, par la suite, bien évidemment. En fait, il est légalement inconnu, mais je sais exactement qui c'est. Qui c'est seulement d'après les dires de ma mère. Mais pas vraiment qui il est réellement, quelle est sa famille, où est-ce qu'elle est née, je n'en savais rien. Et donc, j'ai écrit ce livre de Père inconnu pour parler un peu de comment j'ai tout essayé pour retrouver les traces de mon père. Voilà. On en comprend plus aussi sur le fonctionnement de la société, parce qu'après vous avez été adopté par l'époux vietnamien de votre mère, vous avez reçu une éducation vietnamienne, et être métis n'était pas forcément bien vu aussi, c'est ce que vous expliquez. Ah oui. Dans les années 50, vous faites vos études, la guerre éclate aussi, mobilisé, il faut dire que vous êtes pharmacien aussi. Après la défaite, vous êtes incarcéré dans un camp de rééducation. On peut s'attarder sur cette période, comment ça s'est passé, cette période d'incarcération? C'est très... Je pense que c'est évident que c'est épouvantable. J'ai été dans ce camp de rééducation parce que, comme vous dites, j'étais pharmacien et tout de suite après après mes études, j'ai été mobilisé dans l'armée puisque c'était la guerre. Et au bout de 4 ans, j'ai été libéré et je suis devenu assistant à la faculté de pharmacie de Saigon. Et en 1975, après la victoire des communistes et la réunification du pays, au départ, c'était pendant un premier mois, c'était encore un peu l'euphorie parce qu'on ne voyait pas qu'il y avait le bain de sang qui a été annoncé, comme au Cambodge, par exemple, avec les Khmers rouges, c'était effroyable, mais au Vietnam, c'était pas comme ça. Par contre, après, tous les anciens officiers de l'armée du Sud et aussi les hauts fonctionnaires ont été envoyés dans des camps de rééducation. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'y ai passé seulement 4 mois, alors que celui qui est resté le plus longtemps, ça fait 17 ans. 17 ans sans
sans jugement, sans savoir pourquoi il reste 17 ans. Bon, il sait, mais enfin, sans savoir jamais quand est-ce qu'il va revenir. Et moi, pendant les 4 mois, je vais me dire, bon, c'est rien par rapport à 17 ans. Mais pendant les 4 mois, mon épouse ne sait même pas si je suis encore vivant ou mort, où est-ce que je suis. C'était l'angoisse, je veux dire les premiers mois, c'était l'angoisse pour des centaines de milliers d'épouses comme la mienne. Et vous avez quitté votre pays après. Vous êtes parti avec ces boat people. 5 ans après. Ce qui n'est pas sans rappeler l'actualité aussi du moment, lorsqu'on voit arriver ces réfugiés qui fuient la Syrie, qui fuient l'Irak. Comment vous réagissez quand vous voyez ces images justement de ces réfugiés? Oui, ça me revient. Ça vous remémore ces souvenirs, ces boat people? En fait, je dois faire un petit point parce que je ne suis pas parti en boat people. J'ai pu partir officiellement. Mais dans ma famille, surtout la famille de ma femme, tout le monde est parti en boat people. Et je connais donc parfaitement les rouages, comment ça s'est passé. Et donc, quand j'ai vu à la télé, les gens qui étaient dans une petite chaloupe avec un passeur qui n'était même pas présent sur la chaloupe et qui a fait 12 heures de mer et puis le moteur est tombé en panne, ça me rappelle exactement ce que mes proches, mes compatriotes et mes proches ont vécu dans la fin des années 70, début des années 80. Il y avait des centaines de milliers et leur voyage, c'était en général en moyenne de 2 à 3 jours. Il y en a qui ont passé 1 mois en mer avant d'être secourus. Et il y en a combien qui sont morts, on n'en sait rien. Mais on estime une proportion importante, quoi. On l'a bien compris en vous écoutant, le but c'est d'humaniser l'histoire avec cet ouvrage, montrer comment vous vous êtes construit à travers l'histoire de plusieurs pays, comment vous, vos compatriotes ont évolué, vos contemporains. Vous reviendrez nous voir pour nous parler. Je pense qu'en effet, travail. les élèves ne peuvent qu'être grandis en voyant un tel courage, un tel optimisme aussi. Et c'est une vraie chance pour nos élèves de voir quelqu'un qui écrit si bien en français, parce qu'il faut vraiment se plonger dans son livre et se rendre compte à quel point il a eu quelque chose de détaillé. Il a été donc docteur en pharmacie, il a fait de la physique. Moi, je suis professeur de physique. Moi, j'étais professeur de physique aussi. Il a fait de la temps. guitare, il est guitariste émérite. Il a fait aussi de l'histoire. Enfin, c'est quelqu'un qui est très complet et très simple en même temps, et je crois que c'est la caractéristique d'homme exceptionnel. De Pères inconnus, récit sur le Vietnam de la deuxième moitié du XXe siècle. Merci à tous les deux. Peut-être juste une réaction, Michel Motin, parce qu'on parlait des boat people, on parlait des réfugiés aussi. Ces réfugiés, ces migrants, au Resto du Cœur, vous les accueillez, vous les voyez venir aussi? Oui, si on parle des migrants actuellement, c'est pas encore arrivé au niveau des Restos du Cœur. Vous attendez à les accueillir à l'ouverture du mois de novembre sur la campagne d'hiver. Absolument, absolument. Et il va falloir faire face. Vous avez déjà prévu? Vous pensez, parce qu'on parle chaque année des difficultés pour trouver suffisamment d'alimentation, de nourriture pour tout le monde. Donc, on est obligé de faire face. Ouais. Donc, en fin de compte, on sait qu'on va avoir beaucoup de monde. Alors combien, on ne sait pas, mais bon, c'est pas une nouveauté et on est habitué à avoir des migrants. Donc c'est une continuité et on va les accueillir comme nous accueillons les migrants actuels et ceux que nous accueillons continuellement. Mais on s'y attend. Michel Motin, vous restez en plateau. Merci donc à tous les deux. Je vous laisse aller préparer un petit peu ce projet avec les élèves dans l'établissement au lycée Descartes. Le temps d'un jingle et on parle de l'actualité de la semaine à présent. Comme chaque vendredi, nous revenons à présent sur l'actualité de la semaine écoulée pour commencer résumé en images avec ce montage. Ce jeudi matin, les musulmans étaient appelés à venir prier à partir de 8h. À Montigny-le-Bretonneux, plus de 200 fidèles se sont réunis au gymnase Roger Rivière pour ce rendez-vous. Une fois la prière terminée, direction l'abattoir mobile de Trappes. Sur place, les fidèles viennent récupérer un mouton commandé sur Internet. Ici, on peut observer le sacrifice rituel de l'animal. Cette décision de l'État de réduire de 30% les fonds alloués aux collectivités locales impacte nécessairement leur fonctionnement. Sur la commune de Poissy, la dotation de 6 400 000 € en 2014 passera à 4 800 000 € en 2015. La ville de Plaisir, quant à elle, enregistre une baisse de 1 million d'euros. Certains services vont être redéployés, vont baisser. On va essayer de faire mieux ou pareil à égalité de dépenses, voire à baisse de dépenses. Mais si, une fois ces économies faites, il n'y a pas d'autre solution que la hausse d'impôts, nous serons obligés d'augmenter les impôts.
Je crois que le Conseil général ou départemental du Nord vient d'annoncer qu'il ne pourrait pas payer le RSA, ce qui est la principale dépense d'un conseil départemental, à partir du 1er octobre. Et il y a d'autres conseils départementaux qui sont dans cette situation. Enfin, c'est très grave ce qui se passe. Et finalement, pourquoi cette candidature, Wilfried ? Tout simplement car il ne se retrouve dans aucun des autres candidats, et il le dit très clairement puisqu'on lui a posé la question. Écoutez. Ils sont engagés dans une espèce de guerre de chefs que nos sympathisants d'abord, mais au-delà, l'ensemble des Français n'aiment pas, n'apprécient pas, en tout cas c'est ce qu'ils me disent tous les jours. Deuxièmement, je trouve que les projets qui sont défendus aujourd'hui sont sur une ligne qui est très très libérale et beaucoup trop à mon goût. Le centre de loisirs des Bruyères, les halles du marché, ces sujets préoccupent les Clésiens. Depuis plusieurs mois, leur avenir est au centre de discussion. La décision de déplacer le centre dans une école ne passe pas pour certains d'entre eux. Ils étaient plus d'une centaine à cette réunion publique d'information. Et GEA à nouveau en grève ce matin. Les salariés du site de Montigny-le-Bretonneux se sont mobilisés contre le plan de restructuration de l'entreprise. Les syndicats ont organisé une journée d'action intersites rassemblant les 3 autres sites français, Saint-Apollinaire, Nantes et Château-Thierry. On est face à une situation incroyable puisque l'entreprise GEA fait des bénéfices absolument considérables, n'a aucun problème financier et on met à la porte les gens pour des raisons qui sont purement financières. Alzheimer, une maladie qui touche déjà 3 millions de Français. Et 25 nouvelles personnes toutes les heures. Nos aînés, nos parents, nos enfants, nous sommes tous concernés. Alors nous devons tous agir, maintenant. La COP 21, qui débutera bientôt à Paris, doit permettre d'aboutir à un nouvel accord international sur le climat. En cas de succès, quel changement pour les Franciliens? C'est la question posée par la région Île-de-France. Un rapport a été dévoilé ce matin par Jean-Paul Huchon. Il a été remis au président de la République. Environnement avec la COP 21, la maladie d'Alzheimer et également avec la mobilisation autour de cette maladie et puis la colère des maires. Voilà quelques-uns des sujets qui ont été traités cette semaine. Est-ce qu'il y a un sujet dans l'actualité, que ce soit local ou national, qui vous a interpellé plus particulièrement ? Le reportage que vous venez de faire sur ce livre, qui m'a un peu bouleversé. Le témoignage qu'on vient d'entendre, effectivement. Oui, qu'on vient d'entendre, et je vais acheter ce livre et pouvoir effectivement mieux comprendre. Vous êtes avec nous aujourd'hui parce que demain, samedi, ça fera 30 ans tout juste que Coluche lançait son appel sur les ondes d'Europe 1. Et à cette occasion, il y aura des portes ouvertes dans certains centres. Vous allez jouer la transparence complète. Vous allez montrer, accueillir les gens. C'est un petit peu sur le principe des journées du patrimoine, puisque ça fait partie du patrimoine, les restos. Oui, un peu. Oui, c'est exact. Alors, nous allons faire effectivement une après-midi porte ouverte demain à notre entrepôt qui se trouve au Clas-sous-Bois, rue du Président Kennedy. Donc là, nous aurons les personnes qui vont venir nous voir auront l'occasion de discuter avec tous les responsables de toutes nos activités que nous présentons dans les Yvelines. Donc ça va de la distribution alimentaire à l'aide juridictionnelle, au resto bébé, etc., etc. Toutes les activités seront là. Et s'il y a des gens qui veulent venir et puis voir un petit peu pour s'inscrire en tant que bénévoles, ils seront bien sûr les bienvenus, on les accueilleront. Et il y a durant cet après-midi un petit goûter tout simple qui sera servi. La campagne d'hiver pour les restos va débuter au mois de novembre ? Oui, fin novembre. Fin novembre, comme d'habitude, pour 16 semaines. Jusqu'à mi-mars. Et on n'en parle pas assez souvent, mais il y a aussi des campagnes d'été qui sont menées au Resto du Cœur. Je voudrais juste qu'on termine avec ça. Vous continuez à accueillir les populations les plus en difficulté pendant l'été. Oui, tout à fait. Cette année, ça a été même assez exceptionnel, car nous avons testé l'ouverture de centres dans la région de Trappes pendant juillet et août. Parce qu'en fin de compte, nous recevions beaucoup d'appels en juillet et août et nous ne pouvions pas répondre. Donc nous avons ouvert 4 centres dans la région de Trappes pour accueillir ces gens. Et ça a été très, très, très enrichissant. Et on va essayer de continuer sur d'autres centres, mais il faut des bénévoles. Toujours, c'est le message à retenir à la veille de l'appel des 30 ans de Coluche. Et des dons pour qu'on puisse continuer à assumer cette distribution. Merci Michel Motin, responsable communication des Restos du Cœur dans le département des Yvelines, d'avoir été avec nous pour ce journal du vendredi. Et puis juste pour terminer, l'actualité cette semaine, c'est également cette fête de l'Aïd el-Kébir, fête la plus importante de la communauté musulmane. Retour sur cette organisation avec le reportage de Mickaël Elmidoro.
L'Aïd el-Kébir, l'une des fêtes les plus importantes de l'islam, a débuté aujourd'hui. Ce jeudi matin, les musulmans étaient appelés à venir prier à partir de 8 h. À Montigny-le-Bretonneux, plus de 200 fidèles se sont réunis au gymnase Roger Rivière pour ce rendez-vous. L'imam a notamment insisté sur la situation des migrants. Le message clé de cette allocution de l'imam, c'est en faveur, pour sensibiliser la communauté à cette fête. Donc il faut partager avec les nécessiteux, les pauvres, il faut penser aux démunis, à ceux qui souffrent dans les autres pays. Donc c'est ça le message clé et c'est le message, et c'est les fondements de l'islam, de tolérance et de paix. Une fois la prière terminée, direction l'abattoir mobile de Trappes. Sur place, les fidèles viennent récupérer un mouton commandé sur Internet. Ici, on peut observer le sacrifice rituel de l'animal. C'est une tradition qu'on a grandi avec et c'est une tradition qu'on a pris avec notre religion depuis qu'on était petit. Du coup, c'est important qu'on assiste et on transmet ça à nos enfants. Le mouton est ensuite découpé par des professionnels. La carcasse entière est donnée directement au client quelques minutes après sa mort. On va à la balade de loisirs faire un barbecue avec les enfants et on va passer la journée, on va faire la fête. On va le partager en 3 tiers. Un tiers, c'est pour les nécessiteux. Un tiers pour la famille, où on partage avec la famille, les amis. Et l'un tiers pour la petite famille, qui est la nôtre. Voilà, c'est l'esprit dans lequel tout musulman doit vivre cette fête, cette grande fête. L'Aïd el-Kébir durera jusqu'à ce samedi. À Trappes, plus de 1400 moutons ont été sacrifiés pour ce 5e pilier de l'islam. Rendez-vous lundi aux mêmes horaires pour un nouveau journal dédié à l'actualité locale, l'actualité des Yvelines. Ce sera présenté par Florane Parfait. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau journal de la semaine. Très bon week-end.